Le moment où on a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec Home, pour moi c'était un truc de malade mental de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Au bout d'un mois, c'était devenu normal et je me suis dit mais comment on fait le deuxième? Depuis que j'ai Billy, ma fille, j'ai un tout petit peu redéfini aussi ce que j'attendais. En priorité non plus de faire la boîte qui vaut 1 milliard d'euros et toujours aller plus vite et scaler, plus que d'avoir une boîte qui roule bien, qui fonctionne bien, dans laquelle je prends du kiff pour de vrai. Et moi juste le fait de me dire que je roule bien, je vis bien ma vie et je prends plaisir à ce que je fais, aujourd'hui ça me suffit sincèrement. Bon les amis, avant de commencer l'épisode, un petit mot sur le partenaire du jour, il s'agit de Nalo. Parce que je vais être honnête avec vous, pendant longtemps, j'ai trouvé le monde de la finance perso ultra chiant. T'as l'impression qu'il faut parler comme un banquier de 58 ans pour comprendre comment gérer ton argent correctement. Et surtout, le problème avec la finance perso, c'est qu'on découvre souvent trop tard qu'on aurait dû s'y intéresser plus tôt. Parce qu'en vrai, on devrait tous comprendre certains sujets beaucoup plus tôt. Comment gérer son budget sans stresser tous les mois, comment préparer sa retraite, comment investir intelligemment, comment négocier son salaire, comment gérer l'argent dans un couple, ou même comment investir quand t'es indépendant et que t'as un peu d'argent de côté. Mais à l'école, on t'apprend rarement tout ça, si ce n'est jamais. Du coup, soit tu repousses le sujet pendant des années, soit tu tombes sur des contenus ultra anxiogènes ou incompréhensibles. Et c'est exactement pour ça que je trouve la Nalo Academy vraiment cool. Nalo, déjà, c'est une plateforme d'investissement française, pensée autour de projets de vie. C'est pas juste des produits financiers génériques. Et ils ont lancé la Nalo Academy, une plateforme gratuite avec des mini-formations ultra simples sur les finances perso. Franchement, c'est typiquement le genre de contenu que j'aurais aimé avoir à 25 ans. C'est clair, c'est accessible, c'est concret et surtout, c'est sans bullshit. Encore une fois, c'est gratuit. Je vous mets le lien dans la description pour découvrir la Nalo Academy. Et évidemment, on s'en rappelle les amis, investir comporte des risques en perte de capital. Et maintenant, place à l'épisode. T'es plus avec ta meuf toi? Toujours là? C'est fini? Ah, moi, c'est fini et j'ai une nouvelle meuf là. Ah oui, bah oui, tu m'as dit, Depuis un mois et demi. Ok. Toi aussi, du coup. Ouais. C'est cool ça, hein? Ouais. Bah après, t'as pas eu le temps de la planète entière, c'est dommage. Ça enregistre là. Bonsoir, bienvenue sur le podcast Hugo. Salut Capucine qui va écouter tout ça. Parfait, c'est le premier. Mais pour répondre à ta question, ouais, du coup, j'ai pas fait le gros ouais. Ok. Donc voilà, c'est l'intro du podcast. Bienvenue sur un nouvel épisode. En fait, le truc, c'est que même si ça allait, tu vois, on était plus amoureux de ça et tout. Bah, je sais pas, j'étais quand même pas dans le mood. Et surtout quand elle est vraiment partie, tu vois. C'est elle qui est partie de base ou c'est... En vrai, en vrai, ça fait que 2 ans que c'est un peu. Tu sais, nous, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. On s'est mis ensemble à l'école de commerce, quoi. 16 ans. Donc, on est ensemble depuis 2009, on s'est mariés en 2014 et on est Juliette en 2016. Ok. Donc, tu vois. Et en fait, je sais pas, c'est une habitude, en fait, quoi. Ouais. T'es amoureux de ta routine plus que de la personne en tant que telle. Même la routine, j'étais plus amoureux de la routine, tu vois. Mais du coup, quand on s'est séparés, on était tous les deux d'accord. Donc, bien sûr, c'est avec fracas et tout, mais. Quand même, on s'engueulait grave et tout. Mais par contre, le jour où elle est vraiment partie, tu vois, c'était en plus Noël, tu sais, entre Noël et les jours de l'an, c'est le truc vraiment bourdigno et tout. Attends, il était en moi, du coup, elle partait faire le jour de l'an avec ses potes en Espagne. Et moi, je me retrouve du coup juste avec Juliette, aller au ski, tu vois. Pareil, avec du recul, jamais j'aurais dû aller dans un endroit aussi glauque que le ski au jour de l'an, quoi, tu vois. J'étais au resto là du 31. Tu vois, et toutes les familles, les groupes de potes et tout. Et moi, je suis ok. Donc, en fait, maintenant, ce fameux père célibataire tout pourri que tu vois partout et tout, c'est moi, quoi. Ouais. Et là, mec, j'ai fait une dépression de 3 jours. Mais genre, 3 jours, ça va encore. Hein, genre, mais heureusement, mais j'avais peur. Mec, je pleurais et tout. C'est normal, gros. Et genre, j'étais. Mais alors que, encore une fois, je suis plus amoureux d'elle, tu vois. Mais Ouais, mais gros, 16 ans, c'est ancré en toi. Et je pense que c'est aussi la projection de ta famille. T'es attaché aussi à la projection que tu vas avoir pour Juliette. Et, tu vois. Moi, tu sais, en fait, créer ma famille, c'était genre c'est mon goal depuis que j'ai 10 ans, quoi, tu vois. Aussi, donc, du coup, de me dire, putain, j'ai pas réussi à. Après, entre choisir, sincèrement, de rester par défaut pour être la projection de ce que tu imaginais pour ta fille finalement que ce soit moyen, ou alors te dire, vas-y, j'arrache le poil et au moins c'est fait. Non, mais parce que donc, du coup, tu vois, ça c'était genre janvier. Donc, en vrai, janvier, j'ai taffé, mais comme un porco. Parce que pareil, je me dis, vas-y, New Life, pareil, au niveau du taf, qu'est-ce que je veux faire et tout. L'agence influence, les documentaires et tout. Enfin, tu vois, j'étais en mode vraiment taf de ouf. Et puis, en plus, surtout, c'est que fin de l'année, je suis pas ouf au niveau thune, tu vois. Quand même, le Mont Blanc, j'ai quand même perdu de l'argent, que ça m'a mis un peu mal. T'as vraiment l'oser là-dessus? Putain, faut que tu m'en parles. Bah, enfin, je sais pas si on va s'en parler même. Vas-y, en vrai, vas-y, tu sais quoi, on va faire l'intro là-dessus. Vas-y, grave. Et donc, du coup, donc pareil, donc, en fait, janvier, voilà, taf de ouf, nouvelle organisation. Au début, on a commencé par faire un peu 3 jours, tu vois, genre. Mais ça se barrait toujours en couille parce qu'en fait, moi, j'avais déjà plein de trucs de prévus en janvier. Bien sûr, le donc, début, en fait, il est hardcore. Donc, en fait, il y avait plein de trucs, genre, donc là, si tu prends ça, tu le rattrapes là et tout. Ouais.
Et elle s'y attachait. Tu vois, quand tu m'as dit l'autre jour, je veux qu'il n'y ait rien qui dépasse parce que je veux avoir rien qu'elle me reproche et tout. Moi, pareil, elle veut qu'il n'y ait rien qui dépasse, quoi. Elle veut pas. Je pense qu'en fait, elle veut pas me donner de flexibilité. En fait, parce qu'elle peut savoir que si elle m'en donne ça, je vais peut-être prendre ça ou quoi. Je pense que la flexibilité, tu l'auras dans quelques petits mois. Je pense que d'abord, il faut se dire que tu es intransigeant. Tu vois, c'est pour ça, moi, le projet que tu fais, mon rêve ultime, surtout que j'ai pas pu faire le Mont Blanc, mais je me suis vraiment dit, il n'y aura aucune raison dans ma vie qui fera que je tiendrai pas la position au moins pendant la première ou deuxième année, tu vois. Et au moins, ça, c'est comme tout. Quand tu commences à te dire oui pour un truc, tu connais, c'est toujours pareil. Tu pars regarde, tu vas en soirée, tu dis je bois pas, tu fais vas-y un verre, tu pars en YZ toute la soirée. Et c'est ça pour trop de choses, donc je me suis dit vas-y, je intransigeant là-dessus. Et je pense que c'est le bon mode de fonctionnement au début, franchement. Ouais. Et du coup, par contre, c'était quand même un peu casse-couille ce 2 jours et demi, 2 jours et demi. En plus, avec quoi match et tout, donc on est passé à une semaine. Okay. Depuis 2-3 semaines là. Ok. En vrai, j'avoue. Alors. Moi, c'est pas le même âge que la tienne. Tu vois, moi, elle a 10 ans. Ouais. Mais tout de même, donc une semaine, en fait, c'est bien et c'est pas bien. Parce que c'est pas bien dans le sens où c'est quand même long, tu vois. C'est-à-dire que pendant une semaine, c'est vrai que tu peux rien faire d'autre, quoi. Ouais. Du coup, tu peux pas avoir ta meuf, tu peux pas avoir tes potes. Ouais. Donc, moi, j'ai de la chance, j'ai quand même ma mère à côté. Donc, je pense que je me prends toujours, un joker. Ouais, tu vois, bien sûr, pour avoir un truc. Bien sûr, il faut en profiter. Mais, et après, par contre, la semaine où, du coup, je l'ai pas, là, c'est vrai que du coup, tu te rends compte quand même aussi de la surliberté que tu peux avoir. Pas de remords d'aller à Paname pour le taf, pas de remords de voir sa meuf, pas de remords de voir ses potes, pas de remords de quoi qu'est-ce. Après une semaine, j'avoue que ça peut être long dans les deux côtés. Moi, de pas toi, comme elle est petite, c'est long. Ouais, nous on fait. Moi, petite, vous faites quoi? Non, moi j'ai Billy jeudi, vendredi d'une semaine, et ensuite j'ai jeudi, vendredi, samedi, dimanche, la semaine d'après. Donc ce qui fait que je la vois jamais pas plus de 5 jours, c'est ce que je voulais. On s'est dit quand même que c'était mieux qu'elle ait un. Tu sais, moi, elle s'est construite. Finalement, elle se construit sur le fait qu'on soit séparés. Ouais. Donc il y a un avantage, c'est qu'au moins il n'y a pas de comparaison. Oui, et elle s'en souviendra pas de toute façon. Voilà. Et donc pareil, on fait les choses franchement hyper intelligemment. Et on a vu beaucoup de pédiatres et tout qui disaient c'est quand même bien d'avoir une maison principale vraiment. Et donc là, on a fait le choix que ce soit celui de sa maman. Et pour autant, moi je suis à côté, j'habite à 5 minutes. Donc hier, j'étais avec elle, je suis passé juste prendre un café et tout. Enfin, on est hyper flex là-dessus. Mais, et vous entendez bien avec ton ex? Ouais, bon, c'est pas ma meilleure pote, voilà. Mais on se parle tous les jours. Tous les jours, on fait un FaceTime, c'est notre règle. On discute pour l'éducation, pour que ce soit un truc en commun, tu vois, pour pas que chez maman ça parte en Y et chez papa l'inverse ou vice versa. Donc on s'accorde, tu vois, sur tout. Et je pense que ça, c'est la clé de. Si ton ex, elle doit être smart, toi tu l'es aussi, c'est au moins de se dire, peu importe ce qui a eu passé, le truc, notre fille, c'est notre fille. Et tu vois. Voilà. C'est dommage en podcast fait. Terminé. Ouais. Non, mais en plus, c'est vrai que c'est intéressant tout ça. Franchement, moi, je trouve ça mortel d'en parler de ça. Mais bon, tu verras si tu le gardes ou pas. Mais... Ah, mais moi, en vrai, je verrai. Vas-y, tu vois. Vas-y. Mais après, j'ai dit quoi? Je voulais faire l'intro sur quoi? On voulait parler du Mont Blanc. Ouais. Pour te répondre sur le Mont Blanc, pareil, je vais rentrer dans les chiffres sans dire ce que les gens ont donné, mais grosso modo, là où j'étais bon, c'est que j'ai quand même réussi à lever quand même pas mal de thunes. C'est cool. Sponsor, 175 000 euros. Putain, c'est pas mal. Ouais. Donc sur 4 sponsors. Ouais. Donc c'est quand même 4, du coup c'est 4 plus gros, plutôt gros tickets. Ouais. De toute façon c'est simple, c'était en hors taxe, c'était 50 000, 40 000, 33 000 et 20 000, tu vois, grosso modo. Ok. Donc c'était quand même pas mal. En fait, là où je me suis bouffé, c'est que moi j'y connaissais rien au truc du Mont Blanc, que j'étais passé en gros par une agence. Et en vrai, la vérité, c'est ça que j'en ai jamais trop parlé, c'est que je me suis pris un scam en fait. Les mecs t'ont scam, donc tu leur avais demandé, vous organisez tout de A à Z, moi j'arrive, je fais une valise et en fait, en soi, au dernier moment, je prends une espèce de mise en demeure, en gros, une espèce de lettre mise en demeure en mode, finalement, parce qu'en fait, moi, dans le contrat, en fait, en gros, je vais dire une connerie, j'ai eu, sur l'un des paiements, j'ai eu 1 semaine de retard, tu vois. Okay. Et en fait, elle s'est servie de ça pour dire, je romps le contrat, je garde l'argent, je vous mets en contact avec tous les prestataires et maintenant tu te débrouilles. Et en gros, je me suis fait enculer franchement de au moins de 35-40 000 balles quoi. Arrête. Ah ouais, sûr. Donc que t'as pas pu mettre sur la prod et ou sur les avant-premières. Exactement, tu vois. Et le truc c'est que pareil, en fait c'est après pendant du coup quand il y avait Mathis Dumas du coup qui était avec nous, mais t'es plus là en fait en mode pour faire tu vois vers vraiment la production audio, tu vois, audiovisuel du truc quoi. C'est-à-dire qu'il prenait des cadreurs à lui qui ont l'habitude, tu vois. Il s'appelle Hugo Lorenz, il venait de faire l'Everest. L'autre, il avait fait le Kilimanjaro. L'autre, il avait fait déjà 3 fois le Mont Blanc. Les mecs, c'est des tarés de ça. Donc en fait, moi, ils sont du cru. Et Mathis Dumas, c'était le visage connu, tu vois, en vrai, qui m'a quand même permis d'aller jusqu'à 175. Okay. Il est pas là. Je lève pas à moitié moins, mais presque, tu vois. Okay. Donc quand même, tu vois, ça va. Et en fait, pendant qu'on fait l'ascension,
Ils me disent, ouais, tu veux faire produire par qui? Après, je fais, je sais pas, j'ai mon demi-frère qui voulait le faire et tout. Et c'est vrai que moi, ça me disait bien, tu vois, de bosser avec lui. Mais il me dit, mec, c'est un film sur les montagnes, il faut que tu le fasses avec des gens qui ont l'habitude de faire des films sur la montagne. Il me dit, nous, en plus, on était avec vous, on a vu le mood, on a vu vos blagues, vos trucs, on connaît l'histoire. En gros, en plus, que j'avais réservé le Grand Rex genre 2 mois après. Ok. Et il m'a dit, mec, en plus, t'as 2 mois, t'es un taré, quoi, tu vois. Et en fait, j'avais fait beaucoup de choses un peu pas à l'endroit. Parce que tu vois, pareil, on monte en fin septembre, le Grand Rex c'est en décembre. Mais pourquoi je mets le Grand Rex en décembre? Parce que de base, j'avais un gros sponsor, je vais taire le nom, un gros sas australien qu'on aime beaucoup, avec lesquels on peut faire des belles images, qui m'avait promis 50 000 balles. Et qui, au dernier moment, restructuration internationale, machin et tout, cut le budget. Mais genre à 2 semaines du Mont Blanc, tu vois. Mais ça aurait été en plus des 170 000 ou ça. Ouais. Ok. Normalement, j'avais 225. Donc, normalement, j'étais large, en fait, tu vois. Je vais même gagner un peu d'argent. Et là, surtout que Mathis, du coup, reprend avec son équipe, du coup, le film. Et pareil, au niveau du prix que j'avais un peu budgété, il me dit, mec, tu nous laisses 1 mois et demi pour faire le truc. Ouais. Et en plus, on va te faire un truc quali, parce que nous, si on met notre nom là-dessus, on veut pas que ce soit un film de merde. Ouais, bien sûr. Donc, tout a augmenté. Pareil, le Grand Rex, après le Grand Rex, je fais une grosse teuf. Pareil, tu sais, une teuf à 200 personnes, ça coûte 10 000 balles. Donc, tu rajoutes 10 000 balles là. Finalement, je dis, vas-y, je vais quand même aussi le faire à Bordeaux pour ma famille et tout. Donc, pareil, tu reloues un cinéma, 3 000 balles, tu refais une teuf, 5 000 balles. Ça va vite, en fait, quoi, tu vois. De fou. Je pense qu'il faut l'après documentaire, donc les projections, etc. Faut l'organiser aussi bien que l'amont. En vrai de vrai, mais c'est vrai pour tout, tu vois. Après, je pense que c'était une première. Je pense que t'as tiré pas mal d'enseignements de la manière dont ça a fonctionné pour cette première. Et t'en as d'autres qui vont arriver, donc c'est cool. Mais le format long, en tout cas, je trouve que c'est vraiment un très bon move d'y aller, vraiment. Et le documentaire, je suis convaincu que c'est une industrie, un écosystème, un format qui est en train de revenir sur le devant de la scène, parce que tu vois, t'as tellement eu de formats courts, de binge-watch continuel de tout. T'as faim, tu commandes Uber, tu t'emmerdes, tu vas sur Netflix et autres, qu'on a perdu un peu l'habitude de prendre le temps, finalement, tu vas te poser des problématiques, de se mettre vraiment dans le game. Et moi, le déclic que j'ai eu pour commencer à lancer les formats longs avec Home, c'est que je me rendais compte que quand je regardais un film, j'étais en train de regarder mon téléphone au bout d'un quart d'heure. Enfin, tu vois, j'ai vraiment compris à quel point les réseaux sociaux ont eu un impact sur mon mode de fonctionnement, mais c'est un truc, c'est terrible. Et donc, en tant que papa, je me suis un peu dit quand même, putain, est-ce que c'est vraiment ça la projection que j'ai envie d'avoir pour ma fille? Et donc, du coup, ce qui fait que je me suis dit, attends, en fait, c'est dans les formats longs que je vais pouvoir réussir à aller capter de l'attention différemment. Et donc, du coup, on a un peu creusé ça. Et donc, du coup, on a lu pas mal de chiffres avec Flo, mon associé chez Com, pour savoir si jamais il y avait vraiment de l'attraction sur les formats longs, et non pas que sur les plus, pas les plus âgés, mais tu vois, sur une tranche d'âge qui est au-delà de 35 ans. En fait, les plus jeunes, je pense qu'ils font un peu un espèce de dégueulis aussi, tu vois, du contenu trop court. T'as de plus en plus de mecs de la Gen Z qui sont plus sur Instagram, qui postent moins de contenu, parce que finalement, ils veulent un peu plus de vrai. Et je trouve que le vrai, ça passe aussi par la durée, parce que c'est dans la durée que tu peux installer des choses, tu vois. Et donc, je suis convaincu qu'il y a un boulevard à retourner sur des formats un peu plus longs, tu vois. On le voit avec les youtubeurs qui, du coup, en fait, là, se lancent tous leurs documentaires. En plus, un peu avec cette nouvelle économie, là, tu sais, de dire, hop, avec avant-première, alors, eux, ils ont beaucoup de trucs avec YouTube, tu sais, avec, il y a un partenariat, je crois, YouTube, MK2, où en plus, YouTube finance une partie, etc. Ils arrivent en plus à mettre des sponsors dedans. Puis en plus, on le voit, tu vois, avec même Equinox, avec Kaizen. Après, même qu'il a vendu à TF1, il a vendu à ci, il a vendu à ça. Je vois plein de youtubeurs là, pareil, qui lancent leur propre documentaire. Il y a Ludoc qui fait. Pareil, que j'avais reçu, du coup, c'était chez Podspace à l'époque, qui sort, je sais pas, il sort 2-3 documentaires par an. Et même, j'en parlais avec je sais plus qui hier, qui me disait, est-ce que là, genre, le documentaire pour les entrepreneurs, genre, ça va être comme il y a 10 ans, genre, il fallait écrire son bouquin, quoi, tu vois. Ouais. Tu penses que ça va être le truc Toi, du coup, est-ce que vous devez avoir pas mal de demandes entrantes là-dedans? En fait, comment tu le vois? Est-ce que, du coup, c'est un truc qu'on voit de plus en plus, tu vois? On le voit même avec Mathieu Stéphanie, on le voit avec... on sent que, en fait, de se dire que en fait, le documentaire, c'est un peu le boss de fin, parce que c'est vrai que les gens, ils peuvent te lire sur LinkedIn, ils peuvent te lire en newsletter, ils peuvent regarder ton Insta, mais en fait, tout ça, ça va vite. Alors que mine de rien, quelqu'un qui se pose sur ton documentaire, qui te regarde pendant 50 minutes...
tu te dis, lui, tu l'as loqué, quoi. Tu vois, il t'a vraiment bien en tête, quoi. C'est clair. Non, je pense que... Est-ce que ça deviendra le nouveau livre? Je sais pas. Parce que ça nécessite quand même tellement d'investissement, soit financier quand tu délègues quasiment l'intégralité de ce que tu souhaites faire, parce que tu as quand même de l'écriture. Et je pense que c'est ce qu'on néglige souvent dans les documentaires. Parce qu'on se dit, j'ai des belles images, ça suffit. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment une narration qui permette de vraiment capter en fait, l'attention correctement. Bref, la post-prod, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc déjà, par défaut, ça va tout de suite donner l'accès qu'à ceux qui ont vraiment des mais sous, c'est bien, au moins qu'il y a un ticket à l'entrée, parce que si tout le monde commence à le faire et tout, bah en fait, c'est là où ça va se perdre, quoi. Ouais, de ouf. C'est comme tout. Dès que ça se démocratise, tu perds un tout petit peu de saveur voilà, parce que c'est moins premium et moins inaccessible. Après, moi, les documentaires qu'on a fait, c'est principalement sur des thématiques, des secteurs qu'on creuse au travers d'une entreprise. Donc c'est l'entreprise qui finalement est un peu le porte-parole, tu vois, d'une thématique qu'on va adresser. Donc ça permet de pouvoir, pour nous, trouver les financeurs, parce qu'on arrive à les implémenter dans le documentaire de manière un peu smart, sans que ce soit trop promotionnel et cohérent par rapport à la thématique. C'est ça qui est dur aussi. Hein. Ça c'est chaud, parce que par défaut et par réflexe, comme c'est dur de lever de l'argent et qu'il y a beaucoup d'argent, tu dis putain, je prends un peu n'importe qui. Sauf que n'importe qui, en fait, ça dénature largement ta ligne édito, parce que si jamais demain tu parles de RSE et que tu vas mettre du Total dedans, bon, je suis pas certain que ce soit hyper cohérent, et la demande de Total dans ton écriture de scénario, ça peut, je pense, un petit peu, tu vois, dénaturer le sujet de fond. Donc bon, bref, tu as pas mal de trucs à compiler. Donc pour répondre à ta question, on n'a pas fait encore beaucoup de personnes, d'entrepreneurs. On a fait plutôt on a plutôt adressé des thématiques ou des sujets, et on a réussi à implémenter quelques marques dedans. Je pense que c'est un modèle qui pour le moment fonctionne pas trop mal. Nous on en a fait à peu près 15 de docu, notamment Work in Progress avec Sam. Ouais, que j'ai reçu aussi, très, très smart. En fait, moi, je l'avais reçu, c'était pour me prendre un mentoring gratos, hein, parce que du coup, c'était avant que je fasse le docu sur le Mont Blanc. Et donc ça m'intéressait d'avoir aussi tous ces feedbacks. Pareil, tu vois, il y a la relation avec les plateformes, avec tout ça. Tu vois, moi, j'ai plein d'idées de docu que je kifferais trop faire. Tu vois, j'en ai sur la table, j'en ai pas mal. Tu vois, j'en ai une, c'est faire genre l'évolution du rap à travers le merchandising, tu sais, qu'il faisait. Tu sais, avec toutes les marques de merch, de rappeurs. Je dois faire ça avec un mec qui s'appelle... sur Instagram, il s'appelle Babtou With Attitude, et il a... Enfin, et il est dans le top 0,01% des gros fans de rap et tout. Et toi, tu fais venir des grosses têtes d'affiche comme des Joystar, des Cool Chain, IAM, etc. Il faut que tout le monde avait son merch, tu vois, tout le monde avait sa marque et tout. Et refaire un peu l'histoire à travers ça en mode fil rouge, ça peut être gavé cool, tu vois. De fou, mais ça, genre, tu veux faire un truc comme ça, c'est quoi le business model et qu'est-ce que je dois faire en fait? Pour moi, tu as trop moyen de pouvoir mettre en place un documentaire. Soit tu l'autofinances et tu dis je le finance par moi-même et par les retombées, parce que tu vas faire des conférences, tu vas faire des avant-premières dans des entreprises parce que ça colle bien par rapport à la thématique et autres, et que tu peux avoir de la ressource financière, ça permet de gagner de l'argent. Soit tu passes par des plateformes. L'avantage des plateformes, c'est qu'elles financent une belle partie de ta production. Mais il faut réussir à les séduire. Moi, je sais que vous avez vachement essayé. Ça fait 6 ans qu'on est en discussion, notamment avec Sam, avec Netflix, Amazon et Canal. Là, on a Amazon, ça commence un tout petit peu à faire écho. Mais tu vois, c'est 6 ans à partager des formats qu'on a proposés. Mais en même temps, ils doivent en recevoir 1000 par jour, quoi. Je pense 10 fois plus, 100 fois plus peut-être, tu vois. Donc c'est assez ouf. Et ce qu'il faut en plus, c'est réussir à trouver des sujets qui soient relativement mainstream, parce qu'il faut toujours se mettre à la place des gens qui achètent. La plateforme, ce qu'elle veut, c'est que ça s'adresse à un maximum de spectateurs et ou drainer du flux sur leur plateforme. Donc en règle générale, les contenus un peu nichés, nous c'était la thématique du travail. Bon, sauf si tu as un angle sur l'argent, et c'est un des sujets peut-être qu'on va adresser sur le prochain documentaire, pourquoi pas, mais sinon, même si tu as une qualité de prod qui est ouf, là franchement, notre dernier docu, le 6, je te l'enverrai, la qualité, franchement, elle se rapproche d'un truc Netflix. Et c'est pas prétentieux le dire, c'est vraiment factuel. Et voilà, mais sauf qu'il y a tellement de paramètres d'actualité et autres qui fait que c'est compliqué de réussir à vendre auprès d'un diffuseur ou d'un gros. Parce qu'après, tu as des plus petits. Nous, on a vendu à Spicy, Salto, qui n'existe plus malheureusement. Spicy, une autre, je crois que c'est Spicy, c'est une des plus grosses plateformes aux États-Unis. Pour le coup, eux, ils sont hyper friands un peu de nouveautés. Bref, donc du coup, c'est le diffuseur. Et où le troisième, c'est de réussir à implémenter des marques comme tu l'as fait et comme on l'a fait. Et de le mettre sur YouTube. Par contre, je pense qu'il ne faut pas négliger, et c'est peut-être ce que moi j'ai beaucoup fait en amont, et peut-être que ce que tu as fait avec le Mont Blanc, je ne sais pas à quel point tu as fait des vues ou pas, mais c'est que le sujet et la qualité des images ne suffisent pas. C'est l'après qui a quasiment le plus d'importance, c'est comment je vais relier le documentaire, comment est-ce que je suis certain qu'il y aura des gens qui vont le voir pour de vrai, parce qu'en fait, il y a la réalité et la dureté d'une plateforme, c'est que YouTube, peu importe ce que tu mets et que ce soit beau, etc. ou pas, tu as un moment où tu es tributaire d'un algorithme, d'un mouvement et d'un truc un peu impalpable qui fait que ça marche ou pas. Et donc en fait, de
ce constat, il faut réussir à mettre toutes les chances de son côté pour se dire qu'on arrive à rameuter un max de vues, parce que ton partenaire qui a vu des belles images, qui s'est dit c'est trop bien d'être associé à ça, si t'as pas les 100 000, les 200 000 ou les 500 000 vues derrière. Et nous, tu vois, là, on est à 80 000 vues, donc tu vois, c'est quand même. En fait. C'est pas mal. Non, mais déjà, c'est pas mal. Bon, après, nous, c'est pour ça qu'en fait, dans le package, on vendait pas qu'une présence dans le film. C'était tout ce qu'il y avait autour. Bien sûr. C'est-à-dire qu'avec tous les posts LinkedIn, Insta, newsletter et tout, on a fait genre plus d'1,5 million de vues. En fait, c'était le but. C'est en fait, un peu mon idée en fait, autour de tout ça. Donc là, je reviens plus sur les projets type Mont Blanc ou GR20 qu'on va faire et tout. C'est de se dire, tu vois, ils ont fait ça avec la télé-réalité. Ils ont pris tous les mecs de la télé-réalité, puis ils les mettent sur des formats, tu vois. Et ben moi, en fait, je me dis, en fait, moi, demain, j'aimerais faire même ça, même pour des influenceurs, mais pas que B2B, tu vois, des influenceurs B2C, et de dire, tu les mets sur un format avec quelque chose, genre tu leur fais faire le Speed Project aux États-Unis, tu leur fais faire, je sais pas, tu leur fais faire un Irox, tu leur fais faire ci, tu leur fais faire ça, tu les filmes, tu fais un certain nombre de formats, des formats courts, moyens, et puis peut-être un format un peu plus long, et du coup tu mets du sponsor au milieu de tout ça, et la diffusion, du coup t'es pas tributaire des plateformes, c'est les diffusions, c'est les réseaux quoi, c'est Insta, YouTube, etc. Et là, avec les pubs, tu vois, si tu fais des trucs surtout autour du sport, autour du lifestyle et tout, c'est quand même des marques qui quand même mettent un paquet d'oseille aujourd'hui, tu vois, sur tout ça et tout. Ouais, non, mais de fou, tu vois, c'est toi qui m'en avais parlé, je crois, je sais pas si tu le dis ou pas, mais le documentaire sur le Irox, c'est toi qui m'avais partagé ça, non? Bah moi, je suis sur un truc comme ça, mais je pense qu'on est plusieurs. Ok, ouais, parce que j'ai quelqu'un qui il me semblait que c'était toi qui m'en avais parlé. Moi, je pense que c'est moi. Ok, ouais, qui me parlait de faire un documentaire sur le Irox, ce que je trouve très cool. Peut-être de faire plein de binômes un peu différents. Tu vois, des binômes que des gros boss et tout, binômes masculins, binômes féminins, binômes mixtes, des plus jeunes, un peu plus vieux. Mais par contre, le point commun qu'ils ont tous, c'est qu'ils sont tous influents. Tu vois, ils ont tous des communautés. Et tu leur donnes un défi, en fait, quoi, tu vois, à relever, quoi. Ah non, mais de fou. Non, mais je pense que c'est certain que le format long va se démocratiser de plus en plus. Parce que c'est comme tout, quand tu commences à en avoir un peu plus, tu en as encore plus qui ont envie de s'y mettre. Et c'est l'effet de meute qui fera que ça lancera des dynamiques. Vous, ce serait votre intérêt que ça se démocratise. Ouais, parce que tu vois, nous, on a t'as soit l'option de te dire tu pars sur les formats hyper courts, l'IA, etc. et t'es à fond là-dedans. Nous, c'est moins le parti pris qu'on a eu par choix et aussi par manque de compétences actuelles, même si tu peux aujourd'hui monter en puissance de ouf. Pour l'instant, nous, l'IA, on s'en sert vraiment en interne pour être le plus efficace possible. Mais la conviction et l'envie sur lequel on souhaite vraiment mettre de l'effort, c'est les formats longs. Et les formats longs, on parle des documents, on parle aussi de la fiction. Et je suis assez convaincu que la fiction pourrait aussi un peu être revisitée. Et je t'en parlais un petit peu au démarrage du podcast, mais tu as aussi... tu as le format dans la thématique que tu adresses, dans la manière dont tu le filmes, et tu as aussi dans la manière dont tu le diffuses. On y venait. Et je te disais aussi qu'il y avait, alors c'est un peu à l'opposé du format long dont on parlait, et c'est même purement l'extrême opposé, c'est comment est-ce que tu réussis, au travers de la fiction et même peut-être potentiellement des formats documentaires, à avoir un nouveau mode de consommation qui est un mode de consommation vertical, mais de fiction. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu regardes sur ton téléphone, c'est Insta, c'est quelques vidéos YouTube et autres, mais tu regardes pas une série sur ton téléphone, sauf exception. Et en fait, aujourd'hui, je pense que les plateformes comme Netflix, Amazon, etc. ont été les challengers du cinéma. C'est-à-dire que maintenant, tu vas plus au cinéma, tu as envie de te poser et de regarder un film dans ton canapé. Je pense que tu as un nouvel usage qui va arriver. C'est que tu n'as plus envie d'être dans ton canapé pour regarder ta fiction. Tu as envie de pouvoir le regarder quand tu es dans le métro, quand tu vas faire popo, quand tu as 5 minutes au taf. Et en fait, de pouvoir avoir une série qui s'adapte à ces moments hyper courts de 3-4 minutes, mais sur lesquels tu peux regarder une série dans la durée. Et donc là, nous, on est en train typiquement de produire une émission sur le foot de rue où en fait, une saison, c'est 1h30. Mais finalement, tu as 55 épisodes, donc c'est des micro-contenus. Mais du coup, mais c'est de la fiction ou c'est plutôt du docu? Là, c'est de la fiction. Mais je pense que ça peut s'adapter potentiellement au documentaire, même si je pense que, pour le coup, le docu... Parce que quand tu disais foot de rue, c'est vrai que tu vas suivre des acteurs qui jouent les footballeurs de rue. Ouais, c'est des acteurs, c'est vraiment... On parle de foot de rue, de l'ascension de deux mecs de banlieue qui n'ont pas réussi à aller à Clairefontaine comme beaucoup de joueurs de foot et ou des centres qui permettent de pouvoir avoir accès au milieu du foot, qui se retrouvent un peu plus âgés à 25-27 avec quand même l'envie de s'en sortir et qui vont réussir à créer une ligue alternative de rue pour pouvoir réussir à sortir du lot. Bon, ça c'est un peu le laïus et ça on a écrit la série, on est en discussion avec Canal+ depuis un petit moment. Ce que j'allais te dire, du coup, c'est quoi le business model en fait? Donc c'est pareil, c'est de le vendre à une plateforme en fait. Bah là on a les deux options comme d'hab, c'est soit vente auprès d'une plateforme. Mais ce serait sur l'Insta de Canal+ du coup. Non, là pour le coup, donc ce serait vraiment de manière traditionnelle, c'est une série, des épisodes de 24 minutes qui sont posés, ou 52, qui sont posés sur Canal. Sauf que l'autre alternative, si on n'arrive pas à la vendre à Canal, c'est de l'autofinancer. Et dans la réflexion qu'on a eue avec Flo, on s'est dit, est-ce qu'on n'a pas envie de
revisiter même la manière de le diffuser, et plutôt que de se dire on l'autofinance, on le met sur YouTube et il y a 4 épisodes et un peu le classic shit, tu vois, d'une manière de diffuser, on s'est dit est-ce qu'on va pas revisiter ce mode de diffusion. Et donc notre idée c'est de se dire que potentiellement on partirait sur une saison d'1h30, 55 épisodes dans lequel on fait en incarnant, il y a un créateur de contenu assez connu avec qui on discute, qui serait l'un des acteurs principaux et qui serait le relayeur sur ses réseaux. Donc tu es en cross-partage sur Insta à chaque fois tous les épisodes qui permettent de donner tout de suite de la visibilité. Et donc tu regardes des épisodes de 3 minutes dans lesquels tu as une problématique, un dénouement et une envie de suivre la suite. Et donc tu scrolles pour pouvoir regarder ton épisode. Et vous, votre but en fait, donc, c'est de faire ça, de l'autofinancer. Ouais. Mais en fait, pour montrer que vous savez le faire et qu'après d'autres viennent vous le faire produire, ou alors en reproduire plus tard, mais cette fois aller le vendre à une plateforme. Ouais, je pense que sinon, il n'y a pas de business model en fait. Ouais, à part parce que même placement de produits et tout, c'est compliqué là. Pas tant que ça, en vrai, parce que là, on a déjà deux beaux annonceurs qui seraient intéressés. Tu sais, en vrai, t'es dans le foot de rue, tu mets un Nike ou un Adidas partout, sur tous les formats, dès que les mecs s'entraînent et que c'est en cross-partage là pour le coup avec un créateur qui a plus d'1 million d'abonnés, ça donne tout de suite un peu d'impact quand même en termes de. Et ils donnent vraiment de l'argent là-dessus. Quand dans les séries, tu vois beaucoup dans les séries, tu sais, genre de Gaston Bide, tout ça et tout. Tu sais, un épisode, ils sont tous en Nike, l'épisode d'après, ils sont tous en Lacoste, etc. Parce que je pense pas que là, je pense pas que les marques, j'en sais rien, mais je ne suis pas convaincu que le business model soit d'implémenter des marques dans la série. Lui, il a déjà son diffuseur, c'est Netflix, je crois, ou je sais plus, c'était Canal. Non, c'était Canal. Mais non, je pense qu'ils prennent de la thune en plus, en fait. Hein. Ouais, alors après, je sais que, en tout cas pour les documentaires, les diffuseurs, moi, dès qu'il y a une marque qui est implémentée de manière trop présente, les diffuseurs nous disent c'est un no-go absolu. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes me disent, moi, je vais vendre auprès d'un diffuseur, comme ça, je fais financer une partie, et en plus, je vais mettre des marques pour pouvoir gagner encore plus d'oseille, mais l'un ne va pas forcément avec l'autre. Okay. Parce que les diffuseurs se disent, en fait, tu dénatures la nature même du documentaire en implémentant une marque qui forcément par défaut te demande certaines choses parce qu'il y a un cahier des charges à suivre, etc. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, en tout cas, c'est soit reproduire d'autres fictions. Déjà, on va essayer de produire cette première parce que c'est quand même des gros montants. Oui, ce que j'allais te dire, un truc comme ça, donc tu as 1h30 donc, du coup, d'images à apprendre. C'est 250 000 €. Ah ouais, c'est méga cher. Ah, moi, je trouvais ça pas tant que ça. Là, on est sur la fiction. Hein, j'ai pas dit que c'était cher pour ce que c'était, mais du coup, c'est un énorme ticket à sortir. C'est un ticket à aller chercher, mais tu vois, moi, je pense que j'ai beaucoup discuté avec notamment un pote à moi qui a lancé une application qui s'appelle Short, surtout aux États-Unis, et qui fait exactement ce qu'on s'est dit. Lui, c'est un diffuseur de séries verticales. Ok. C'est Adrien Mignati, hein, c'est il est à Bordeaux. Machine de guerre. Il a les plus beaux bureaux de Bordeaux. Hein. Masterclass. Et donc lui, il a fait ça, et donc j'ai beaucoup discuté avec lui sur les montants, les coûts que ça nécessitait pour mettre sur pied une série. Et donc c'est approximativement les coûts qu'il faut. Bon, modulo pas mal de choses, et aussi l'influence, parce que t'as quand même des coûts qui sont incompressibles. Quand tu prends des mecs qui ont 1 million d'abonnés, ça te coûte pas mal de sous. Mais donc potentiellement, c'est produire d'autres séries et ou les produire pour des plateformes qui seraient peut-être demain intéressées par ce nouveau mode de consommation. Parce que je pense que Netflix et autres, ils peinent. Déjà, il y a de plus en plus d'acteurs concurrentiels. C'est compliqué de réussir à produire de nouvelles séries régulièrement. Donc peut-être qu'elles vont devoir évoluer et aussi proposer des modes de visionnage alternatifs, tu vois. Donc peut-être qu'elles iront. Parce que par exemple, demain, ça, tu le vends à Canal. Ça veut dire qu'en fait, en gros, la petite série, enfin la mini-série, je sais pas comment on appelle, comment ça va être quoi la sémantique, la mini-série, je pense. Ouais, peut-être. Non, parce que mini-série, souvent, c'est quand il y a peu d'épisodes, pas parce que c'est court. Donc, bref, on a compris. Ouais. Mais ça serait en fait sur son Insta, en fait. Ouais, sur Insta ou pas forcément. Je pense que tu peux être sur une plateforme sur laquelle tu sais que tu vas sur, comme l'application de Short d'Adrien, tu vas sur Short, t'as ta série, tu cliques, et ensuite, ensuite tu scrolles. Mais demain, si tu la vends à Canal. C'est la projection que je m'en fais, mais c'est pas. Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu une offre cannibale pour Canal, parce que Canal a besoin, je pense, d'avoir de grosses séries avec des grosses productions et qui ramènent un peu de sous, donc qui coûtent de l'argent à produire mais qui ramènent plus de sous, parce que t'as plus par défaut plus de gens qui sont à l'aise avec ce mode de visionnage. Oui, c'est normal, c'est celui auquel on est habitué. Puis traditionnel. Du coup, les gens vont s'abonner en fait à Canal. C'est ça que si la série elle est sur Netflix, c'est gratos. Elle est sur Insta, c'est gratos quoi. Ouais, c'est gratos. Après, c'est gratos. Donc potentiellement, c'est une offre cannibale, tu vois. Ça te permet de pouvoir amener du flux peut-être sur Canal, mais peut-être que Canal, finalement, lui. Non, mais c'est ça. Du coup, j'ai du mal à voir en fait. En fait, je vois le mode de consommation qui peut être sympa, et en effet, moi demain, il y a une grosse com là-dessus. J'ai envie de voir ce que ça va donner.
Mais du coup, en fait, c'est que j'ai du mal en fait, à voir en fait, l'économie en fait, derrière. En fait, comment du coup tout le monde mange sur la corde à linge en fait. Ouais, bah aujourd'hui en l'état, nous, la manière dont on va le faire, mais je sais pas si c'est le truc le plus pérenne, mais en tout cas, c'est de pouvoir implémenter des partenaires financiers. Donc le classique. Demain, par rapport aux diffuseurs, je sais pas à quel point ça pourra. Et tu penses que tu vas pouvoir lever un peu plus de 200 000 € pour faire le truc? Ouais. Okay. Ouais. Là, vous en êtes à quel stade? Vous avez écrit là pour l'instant? Tout écrit, ça fait 6 mois qu'on discute avec Canal, donc on a bien avancé quand même sur les réflexions de comment correctement gérer de la fiction, parce que c'est un univers qui n'a rien à voir. Mais là, du coup, c'est pas pour la mini-série, là, c'est pour faire une vraie série, là, avec des épisodes de 30 minutes. Exactement. Donc là, c'était le taf des 6 mois. Aujourd'hui, c'est. Genre, vous êtes chaud pour faire ça, parce que c'est un autre métier, ça. C'est un autre métier. Après, c'est un peu tu vois, moi, je suis dans une industrie très créative et artistique, et le endgame, le goal, le but de fin, c'est de faire de la fiction. Et j'avoue que moi, c'était pas forcément mon envie de base, parce que je viens pas de cette industrie. Ça fait quand même 7 ans bientôt que Com existe. Et que putain, ça fait 7 piges déjà. En septembre, ça va faire 7 ans. Et putain, c'est ouf. Et donc, du coup, j'ai tellement entendu ça je baigne dans ce secteur depuis 7 ans que c'est devenu aussi, moi, une envie, tu vois, une envie un peu perso. Et depuis que j'ai Billy, ma fille, j'ai un tout petit peu redéfini aussi ce que j'attendais, et je mets en priorité non plus de faire la boîte qui vaut 1 milliard d'euros et toujours aller plus vite et scaler, plus que d'avoir une boîte qui roule bien, qui fonctionne bien, dans laquelle je prends du kiff pour de vrai. Et c'est pas un discours de bullshit, c'est un discours. Mais en fait, j'ai changé mon mode de fonctionnement. J'allais complètement te répondre là-dessus. J'ai jamais aussi peu bossé que depuis ces 2 dernières années, et modulo une phase dont on parlera, qui a été très challengeante, parce qu'on a essayé de faire un pivot entre boîte de prod et agence. Donc on a été fragilisé pendant une belle année, en gros. Ça n'a pas été en corrélation avec le fait d'investir du temps ou pas, plus que par un mauvais positionnement. Mais si je te prends cette année, qui est une des meilleures années de com depuis un long moment, c'est l'année dans laquelle je mets le moins d'efforts en termes de ressources. Enfin, tu sais, je suis plus stressé, en fait. Je suis plus stressé. Mais moins d'intensité. Moins d'intensité. En fait, mes choix, ils ont de l'impact, je le sais. Après, ça, c'est aussi, je pense, l'effet aussi du temps qui fait qu'il y a un moment où t'es plus obligé d'être dans du continu sans arrêt perpétuel. Mais je bosse un peu moins, je bosse peut-être de manière plus efficace. J'ai un impact de ouf. Et je pense que quand tu prends un peu de recul en te disant je prends vraiment du plaisir à ce que je fais, plus qu'à l'objectif de vouloir essayer de gagner de l'argent, etc., tu redéfinis un petit peu tes attentes, et finalement, tu te complais aussi par d'autres biais. Et moi, juste le fait de me dire que je roule bien, je vis bien ma vie et je prends plaisir à ce que je fais, aujourd'hui, ça me suffit sincèrement. Ouais. Je pense que t'as plein d'entrepreneurs qui se disent mais non, il faut faire vite 1 milliard, machin. Aujourd'hui, c'est plus ce dont j'ai besoin, tu vois. Et je me suis aussi rendu compte d'un truc, c'est que je me rappelle le moment où on a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec Com. Pour moi, c'était un truc de malade mental de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Au bout d'un mois, c'était devenu normal, et je me suis dit, mais comment on fait le deuxième? Et au bout du deuxième, on s'est dit, comment on fait le troisième? Et je me suis vraiment rendu compte que finalement, mon bonheur, il était corrélé à des métriques qui, quand elles étaient atteintes, finalement, s'essoufflaient et me demandaient une nouvelle métrique. Donc en fait, j'ai essayé de redéfinir un petit peu ma manière de prendre plaisir, et je prends plaisir sur le moment et non plus sur une projection de ce que sera le futur. Et ça paraît rien, mais ça change beaucoup dans ta manière de faire les choses. Aujourd'hui, je prends plaisir à faire une boîte qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui roule comme elle roule très bien. Et le jour où on en fera peut-être 4 ou 5, c'est pas ça qui fera que mon bonheur sera plus ou moins élevé. Et voilà. Non, mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'on suit à peu près de toute façon un peu la même évolution. Et ça, quand tu me disais 7 ans, je dis, mais ouais, putain, c'est vrai que même nous, Kimono, on avait monté ça en 2017. Hein, donc, ça fait 9 fois, vous êtes 2 ans. Ça va faire les 10 ans l'année prochaine et tout. Et même de me dire, c'est que en fait, toi, tu étais déjà venu dans le podcast, c'était dans la toute première saison. Ouais. En plus, je me rappelle, première saison sponsorisée par Shine, qu'on embrasse, qui m'avait fait un chèque quand même de 8000 balles. Pour la première saison de 10 épisodes. Magnifique. Je lui avais juste montré vos blazes, tu sais, dans un petit deck. Et bon, bref, je sais pas pourquoi je parle de ça. Mais et c'est fou parce que c'est une toute autre époque, tu vois. Ouais. Quand c'était il y a un peu moins de 3 ans. Ouais. Donc il y a un peu moins de 3 ans, en fait, on était tous en mode, déjà, on avait tous ses pairs sur LinkedIn. On se disait, putain, mais quelle chatte on a eu, quoi, en fait, de se mettre là-dessus. Parce qu'en fait, c'était vraiment un cadeau, ce machin, un cadeau gratos. Ouais. Et en fait, on n'avait pas du tout le même discours pour la contient. Rien à voir, l'opposé, je pense, quasiment. L'opposé, ça, on était vraiment en mode couteau entre les dents, machin et tout. Et en fait, moi, pareil, c'est pas que j'ai plus le couteau entre les dents. Et en fait, je me demande si aussi, il faut pas que je sois honnête, quoi. C'est que de dire, en fait, si je veux plus faire genre 10 millions, 15 millions, 20 millions, c'est pas de dire ouais, parce qu'en fait, je suis pas drivé par l'argent ou par ci, par ça et tout. C'est qu'aussi, en fait, je me suis peut-être rendu compte que je pourrais y arriver, peut-être, mais ça me demanderait, en fait, une énergie, une intensité, des sacrifices et surtout un temps, mais de ma boule, en fait, quoi. Ouais. Et en fait,
pense qu'en fait maintenant j'ai accepté en fait que j'étais pas si fort que ça en fait là-dessus, qu'en effet moi ma zone de génie elle est plus vers 1-2 millions, mais pareil en essayant d'être le plus rentable possible, en ayant plus de temps pour ma fille, pour le sport, pour ma meuf, pour tout ça et tout quoi, tu vois. Après t'as des personnes qui ont quand même réussi à monter des boîtes qui font 10, 15, 20 millions en bossant très peu. J'ai un de mes potes, Mathieu Ballester, qui a revendu sa boîte là, qui faisait Nanny Bag. Je sais pas si ça te parle. Non. C'était des conciergeries. Il était dans 20 pays. Où en gros, quand en attendant ton Airbnb à 15h, quand ton vol arrivait à 10h, bah, t'avais tes valises, c'était relou. Donc en fait, il a réussi à trouver n'importe quel magasin qui permettait, au travers d'une franchise, de pouvoir laisser tes valises. Il a une success story de ouf. Il a fait plus de 10 ou 15 millions. Il a fait un exit, très bel exit. Et bravo à lui, parce que c'est de plus en plus rare, je pense, de réussir à faire vraiment des beaux exits. Clairement. On entend beaucoup parler de levée de fonds, mais moins de la suite de l'histoire. Et il me disait, j'ai jamais bossé, alors sauf les 3 premières années, mais il a quand même une boîte qui avait même 12 ans. Il m'a dit, j'ai jamais bossé plus de 4 ou 5 heures par jour, mais pas plus, jamais de ma vie. Et ça, je trouve que c'est ouf quand tu arrives à compiler les deux. Il y a des exceptions en fait, quoi, tu vois. Ouais. Après, nous, on est quand même très, notre vision, elle est très corrélée à LinkedIn. À l'écosystème pro parisien, même si c'était sur Bordeaux, on est quand même dans cette industrie. Cette industrie, cet écosystème, il est très dans l'entre-soi, il est très dans le... Je brasse un peu, et moi le premier, hein, je brasse de l'eau, je brasse un peu de vent, je monte les KPI, je poste sur les réseaux, etc. Mais tu as beaucoup, et c'est une grande majorité des entrepreneurs qui font 15, 20, 25 millions, qui ne font pas ça, qui charbonnent dans une manière un peu plus traditionnelle, qui font beaucoup d'argent. Hier, je déjeunais avec un mec qui s'appelle Alexandre Aton, qui a une boîte qui fait pareil, plus de 10 ou 15 millions. Et il me dit, tout cet écosystème, je peux pas. Et le mec fait 15 millions, il bosse pas plus qu'une autre personne. Et je pense que c'est des... Nous, c'est qu'en fait, on a plus trop le choix, parce qu'en fait, c'est un outil qui ramène tellement de choses et tout. Notre business model est corrélé. Après, moi, je sais pas toi, mais moi, je l'ai vraiment optimisé. Enfin, moi, je suis jamais sur LinkedIn. Hein. Ouais, mais c'est chiant parce que moi non plus. Et tu sais, je discute beaucoup moi avec mes clients parce que 70% de notre inbound provient de LinkedIn. Donc moi, c'est hyper important que je comprenne s'ils sont encore, ce qui leur plaît, ce qu'ils attendent sur LinkedIn. Donc en parlant à mes clients, j'essaie de me projeter sur ce qu'attendent mes prospects idéaux. Et la grande majorité me disent, je ne vais plus sur LinkedIn, saturation et autres. Et c'est un danger. Moi, mon inbound, il vient plus de LinkedIn. Hein. Il vient que des newsletters. Ah ouais, ça va, à newsletter. En fait, les gens, quand ils me voient, quand quelqu'un me reconnaît ou machin et tout, il me parle newsletter ou podcast. Ah oui, ok, intéressant. Tu vois. C'est quoi ta cible? Parce que moi, c'est plutôt de la PME grand compte. Est-ce que toi, moi, c'est plutôt les gens de la tech. Donc, les gens de la tech, plutôt marketing dans la tech. Ok. Parce que je me demande à quel point, mais peut-être que je me trompe, mais tu vois, moi, mon ICP un peu idéal, c'est le CMO d'une très belle... de Renault idéalement, mais ça, ils sont clients chez nous, mais tu vois, qui vient prendre contact. Moi, ils sont venus prendre contact avec nous par le biais de LinkedIn. Mais demain, est-ce qu'ils pourraient venir par le biais d'une newsletter? Je ne sais pas. Je sais pas à quel point... Je sais pas, en fait, ça dépend. En fait, du coup, c'est ça, en fait, c'est de se poser la question. Demain, vous faites une newsletter. En fait, votre cible... Qu'est-ce qu'elle a envie de lire? Qu'est-ce qu'elle a envie d'apprendre? Et qu'est-ce qu'en fait, qu'est-ce que vous pouvez lui apprendre parce que vous êtes expert là-dessus? Mais en fait, c'est pareil, c'est pas le game de fin. Parce qu'en fait, le game de fin, ça reste quand même vraiment YouTube. Mais quelqu'un, encore une fois, qui prend... Je serais intéressé, on pourra s'en parler après. En fait, le truc, c'est que la newsletter, en fait, les gens, ils te voient sur LinkedIn. Bon, ils te voient, tu vois un hook, bim, t'appuies sur voir plus, tu lis. Bon, en vrai, ils te voient, mais ils passent vite à autre chose. C'est bien LinkedIn parce que quand même, tu sais, ça fait un touch point où quand même, souvent, hop, ça pop. On voit quand même ta photo et tout, donc c'est quand même bien. Mais une fois que tu arrives à les amener dans ta newsletter, là, tu arrives directement chez eux. Et là, s'ils commencent à te lire et qu'ils passent du coup plus 15 secondes, mais qu'ils passent 2 minutes avec toi, 3 minutes, et du coup, là, de vraiment bien voir ton expertise et pas... Sur LinkedIn, en fait, on est obligé d'utiliser les codes, d'être ultra putaclic, machin et tout. C'est pas pareil. Dans la newsletter, tu peux vraiment te poser, montrer ton expertise. Mais le game vraiment de fin, c'est demain, tu les fais venir avec toi pendant 10 minutes sur une vidéo sur YouTube où tu vas vraiment expliquer. Et là, en plus, c'est ta voix, c'est ta façon de parler et tout. Bah là, ils sont loqués, quoi. Donc, toi, par exemple, le CMO de Renault, le directeur, le VP marketing, je sais pas comment on l'appelle, qu'est-ce que tu as envie de lui apprendre et qu'est-ce que lui l'intéresserait en fait? Tu vois, c'est ça qu'il faut se poser. Je me suis un peu posé la question de me dire pourquoi nous, tu vois, plutôt qu'une autre personne. Je pense que pour n'importe quel prestataire, tu as un choix par défaut qui est au travers des critères de est-ce que le mec sait faire ce que je lui demande, est-ce qu'il est dans les tranches de prix, ce qui va faire ensuite qu'il va sélectionner un prestat plutôt qu'un autre. Je pense que c'est le côté humain, parce qu'on reste des humains et le choix il reste aussi émotionnel et non pas que purement
enfin tu vois, sur un usage purement financier ou autre. Je pense que tu as vraiment un enjeu émotionnel. Et ça, je pense que LinkedIn et ou les contenus vidéo, ça permet vraiment de sortir du lot. Je pense que la vidéo, c'est là où c'est très puissant. C'est que c'est pas là où forcément tu fais le plus de vues, etc. Mais par contre, c'est là où tu fais un peu la différence avec des gens que tu perçois moins par qui sont eux, plus que par leur savoir simple. Et pour revenir sur LinkedIn, je pense que la puissance de LinkedIn et de popper régulièrement, c'est de juste maîtriser, d'avoir la maîtrise du temps. Parce que quand tu prospectes quelqu'un et que, imaginons, admettons, dans le même cas d'usage de Renault, je les appelle, je leur dis, voilà ce qu'on fait, etc. Déjà, tu sais à quel point c'est dur de trouver la bonne personne, de réussir à avoir 3 minutes au téléphone avec lui. Ensuite, tu auras toujours l'enjeu du timing où la personne peut dire, c'est très bien ce que vous faites, pour le moment, j'ai pas de besoin, on se reparle au bon moment. T'es oublié à la seconde d'après, c'est normal. Donc je trouve que d'être là régulièrement, ça permet de maîtriser le timing et que justement, si tu reprends cet exemple, le CMO, qui t'a suffisamment perçu et vu le moment où c'est le bon parce qu'il y a un appel d'offres dans la vidéo, arrive à te dire, ah putain, j'aimerais bien mettre le petit mec de la vidéo sympa d'Harold que j'ai vu, je sais plus où, sur LinkedIn. Tu vois, à chaque fois, c'est ça. C'est pour ça aussi la newsletter, c'est pas mal, parce que du coup, tu sais que pendant toutes les semaines, t'as ton blaze et le nom de ta boîte qui pop dans sa... Même s'il lit pas, tu vois, il verra, c'est Harold de Com, et puis... franchement, peut-être sur 4 newsletters, un jour, ils vont en lire une, tu vois. Donc, ils vont en lire une par mois, par exemple, tu vois. Mais encore une fois, du coup, comme en effet, il y a souvent une question de timing. Et moi, j'ai beaucoup ça aussi. Hein. Moi, c'est beaucoup... là, non, nous, on va faire des activations d'influence quand on va avoir tel temps fort, tel lancement de nouvelles features ou ci ou ça. Et moi, j'avoue que tu vois, là où je suis pas bon dans la gestion du CRM et tout, rappelez-moi en juin et tout. Enfin, je le fais, mais tu vois... Souvent, en fait, j'ai la chance quand même que c'est eux qui me rappellent, parce qu'en fait, je fais en sorte quand même qu'ils ne m'oublient jamais, quoi. Ouais. Parce qu'ils me voient un peu partout, quoi. Ouais, c'est la guerre de l'attention. Après, t'as quand même un autre truc, c'est que vu que ça, tout le monde se le dit, et parce que c'est une réalité, et que les usages, notamment sur LinkedIn, c'est de se dire poste 3 à 4 fois par semaine ou une fois par jour, machin, ça fait qu'on a eu une guerre de présence, et que je trouve, je me pose la question de me dire à quel point est-ce que le fait d'être moins présent est une forme de stratégie de communication, c'est-à-dire de se rendre un peu plus rare, parce que justement les autres essayaient d'être beaucoup plus présents. Quand nous on était très présents et que les autres ne l'étaient pas, parce mais que ça veut dire que par exemple de faire un post par semaine, par contre c'est un post avec un. En fait, le truc c'est que moi j'ai encore du mal à voir en fait comment en fait un post. Tu sais des fois il peut être chiadé. Je me dis putain là j'ai mis un maximum de valeur et tout, et le post il marche même pas et tout. Donc en fait moi c'est tout. En fait moi je suis resté en fait dans une thèse de je poste tous les jours. Ouais. Je suis organisé pour que ça soit fait. En fait, j'ai toujours 15 jours d'avance. Enfin, au bout d'un moment, ça fait 6 ans qu'on le fait. Oui. Non, mais c'est pas une question de temps. C'est facile, le temps, on sait faire, la maîtrise, machin. Mais après, là, c'est vraiment une question de choix. Moi, je me pose cette question, je l'ai pas encore fait. Je poste normalement 1 fois par jour. Là, je poste plutôt 3 fois par semaine. Plus des trucs qui sont vraiment en adéquation avec la vidéo. Beaucoup moins avec les trucs un peu inspirationnels et tout, parce que je me suis quand même très très vite, et je m'en suis rendu compte un peu tard, mais que je me complaisais à me dire que les posts qui font beaucoup de likes et de commentaires, qui sont quand même des trucs qui boostent l'ego, en fait c'était des posts de merde, vraiment. C'était des posts, j'ai refait tant de millions, oh il s'est passé ça, oh je suis tatoué, les gens me regardent mal. En vrai de vrai, quand je regarde ça avec le recul, je me dis mais enfin c'est vraiment pas du tout ce qui me fait plaisir, c'est des posts juste pour aller chercher du like. Et donc je me questionne sincèrement sur le fait de me dire que je suis assez convaincu que les algorithmes aujourd'hui, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, sur Insta, ils sont bien faits, et que c'est pas la bonne durée, le bon hook, c'est la qualité de ton contenu. Tu as de plus en plus de vidéos qui font des millions de likes sur Insta, qui sont des vidéos qui ne répondent à aucun critère de hook, de durée. Tu as des vidéos qui font 4 minutes sur LinkedIn, sur Insta. T'as aucun hook de démarrage, mais la vidéo est vue des millions de fois parce qu'en fait, le contenu est bon, est vrai, et transpire un truc qui semble être vrai, tu vois. Et je pense que c'est peut-être ce sur quoi il faut tendre, parce que de toute façon, moi j'essaye depuis un peu toujours, mais il n'y a rien de smart à ça, c'est un peu une évidence, mais je pense qu'il faut réussir à le faire, c'est juste de se dire que quand il y a trop de foule à un endroit, il faut commencer à regarder à l'opposé. Et donc par défaut, ça paraît, enfin comme tu vas à l'opposé de ce qui se fait, tu te dis forcément, mais attends, mais non, tu racontes de la merde. Enfin, c'est pas ça qu'il faut faire ça. Mais donc du coup, je pense que quand dans les usages et dans l'inconscient collectif, tout le monde se dit qu'il faut faire ça, c'est que c'est exactement le moment où il faut faire tout l'opposé. Donc là, vu que tout le monde se dit poste tous les jours et tout, à chaque fois que je me le dis, parce que je le dis à mes équipes, parce que plus je le dis, plus je me dis en fait, je suis convaincu que j'ai tort. Je pense qu'il faut retourner sur un modèle un peu inverse. Ouais. Non mais c'est ça. Mais en fait, le problème c'est que maintenant,
j'ai eu tellement, pas de mal, mais du coup, ça a été ancré cette habitude de poster tous les jours et donc d'être organisé pour poster tous les jours, que maintenant, en fait, du coup, maintenant, j'aurais presque du mal, en fait, à revenir, en fait, en arrière, quoi. Après, moi, j'ai même eu une grosse période où je postais même 2 fois par jour, quoi. Ouais, ça m'est arrivé aussi. Est-ce que ça t'est pas arrivé, et c'est humain, et je pense que tu vas me dire oui si t'es honnête, d'avoir un mec sur LinkedIn ou sur Insta que tu vois, tu fais, si frère, j'en peux plus. Tu revois sa tête. Moi, ça m'est arrivé, mais ça m'arrive de plus en plus. Je pense que mon cerveau, il est en train de faire un... Il y a plein de fois où je vois des personnes que je vois trop souvent, je me dis j'en peux plus, et je mets le bouton genre ne plus voir sur mes, et ça m'arrive, franchement je le fais de plus en plus. Et moi je me dis sur les réseaux en fait, tu vois. En fait Instagram je bouffe quand même pas mal. Moi aussi. Mais en fait le truc c'est que c'est mes potes, donc en fait moi je suis plus des gens en fait que j'aime bien, quoi. Bien sûr. Donc là ça me saoule jamais, tu vois. Je suis d'accord. Et puis je trouve, et en plus Instagram pour le coup le switch il est facile, tu vois. Alors que, mais par contre en vrai moi je vais jamais par exemple par plaisir me faire le feed LinkedIn, quoi, tu vois. Je pense que j'y vais, tu vois, de temps en temps, tu vois, mais je vais voir 1, 2, 3, puis juste je vais me dire franchement putain, qu'est-ce que c'est nul, quoi. Mais ça c'est relou, mais ça que tu te dis ça, si toi tu te dis ça, c'est dangereux, parce que ça veut dire que beaucoup d'autres... Moi LinkedIn je sais que c'est juste que c'est un moyen quand même de rester visible, parce que les gens quand même y vont, tu vois. Les gens ils te voient, mais en effet, tu vois, la question que tu m'as posée tout à l'heure, et ça m'a fait quand même tilt, c'est que maintenant les gens me disent peu Hugo, c'est le mec de LinkedIn, quoi. Ouais. Je te dis, c'est podcast, surtout newsletter et podcast. Parce que newsletter, j'avoue que je suis un bourrin, j'en fais quasiment une par jour et tout. Et il y a quand même une grosse base d'abonnés maintenant dans le truc. Et les gens me parlent plus de ça. Et ou alors, j'écoute ton podcast de temps en temps, j'aime bien et tout. Donc tu vois, ça montre que c'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les deux trucs où quand même je mets de l'énergie et de la valeur. C'est ce que les gens me font remarquer. Sachant qu'en fait c'est que j'arrive plus à mettre de la valeur dans LinkedIn. Je sais pas comment mettre de la valeur avec un petit texte comme ça, en fait, quoi. À part inspirer ou faire... Même, franchement, des fois, je me dis, mais en fait, moi, LinkedIn, ça va être du stand-up, que je vais faire que des blagues, en fait, quoi, tu vois. Ça peut être un levier, au moins, tu dis, ça permet juste de faire de la découverte. Vous me voyez et tout. Moi, c'est marquer les esprits par des vidéos qui sont dans l'ADN de com. Et ça marche toujours, ça, la vidéo sur LinkedIn ? À chaque fois. Et donc là, nous, c'est la stratégie qu'on a mis en place depuis 2 mois. Donc on a 5 nouvelles vidéos pour nous. Qu'on est en train de faire à chaque fois, systématiquement, qu'on fait une vidéo pour com, donc bien pensé, ça prend du temps quand même de la penser, de la tourner, de la post-prod. J'ai de la demande. Les effets spéciaux là qui sont pas là. C'était marrant, ça. Ça on a eu quelques mois. C'est toujours hyper compliqué d'avoir un chiffre palpable d'un lead qui vient exactement pour cette créa, mais par défaut j'ai eu une quinzaine de typeforms, donc de demandes entrantes quasiment les 2-3 jours après qu'on ait posté sur LinkedIn. Donc ça c'est de cause à effet depuis 7 ans, c'est comme ça que ça fonctionne, donc nous on va intensifier ça. Et moi mon idéal c'est que demain mes prises de parole ne soient quasiment qu'exclusivement vidéo et ne montrent que des contenus qui fassent passer une émotion ou faire apprendre quelque chose. Et that's it. Je pense qu'un bon contenu c'est ça de toute façon, c'est soit tu fais passer une émotion et tu as envie de te dire moi aussi ça me procure ça, ou alors à l'inverse je pense totalement l'inverse, de te faire foutre machin etc., mais que tu as vraiment l'envie d'être engagé sur un contenu parce que tu as une émotion qui a été passée, et ou parce que tu as vraiment appris quelque chose et que tu as envie de pouvoir enregistrer la publication pour dire putain ça je vais l'appliquer sur mon business, ou ça je vais l'appliquer, je vais l'envoyer à ma sœur parce que ça lui parle dans sa vie actuelle. Mais je pense que si un post ne répond pas au minima un de ces 2 points, c'est un post qui n'a aucune valeur. Si c'est un post qui est pour dire encore une fois j'ai refait 1 milliard d'euros, je suis trop content, heureux, machin, t'auras 500 likes vraiment. Mais est-ce que c'est vraiment la valeur que t'as envie d'apporter ? Enfin, en tout cas, moi, ça me saoule. Moi, c'est un truc que je peux. Ouais, non, moi aussi, ça me. Franchement, pareil, moi, mes résultats, j'en parle quasiment jamais et tout. Bon, à part si tu vas faire un truc, genre, je viens de monter le Mont Blanc, je vais quand même mettre ma petite taufe summit, quoi, tu vois. Tu fais ton truc. Mais parler des chiffres et tout, c'est pareil. Ça, pour le coup, je suis content. Parce que moi, j'étais quand même très drivé par ça. Et c'est vraiment un truc qui m'est passé, mais c'est vrai que c'est récent, ça a genre 1 an, quoi. Ouais. Même pas, quoi, quelques mois. On devient vieux. Vieux chez les jeunes. Non, mais en fait, c'est que, en fait, au bout d'un moment. Je pense qu'on a fait un peu le tour aussi. 7 ans, t'imagines, 7 piges. Et toi, 10 ans, du coup. Même moi, j'ai première boîte, moi, c'est 2011. 2011, ouais. Donc ça fait 15 ans, quoi. Ouais. Ça fait 15 ans, là, c'est le 30 juin, là. Putain, c'est ouf, le nouveau game. Non, par contre, on a un nouveau... Il nous reste du temps ou pas ? Je sais pas. Ouais. Non, Non, pas de problème. Non, mais si tu veux appeler en même temps, pas de problème. Non, je me débrancher. Non, nous, on est sur un très gros game là depuis 6 mois, mais j'arrête là, je te donne juste la thématique et le secteur, parce que trop de fois pareil dans le passé on voulait lancer plein de trucs et finalement t'avais la moitié qui ne se lançait même pas. T'as un peu le même problème que moi, toi, hein. T'as un peu c'est quoi, c'est pas le syndrome du shiny object ou ouais, c'est dès qu'il y a un truc j'ai plus et d'aller faire même du Cook and Dirty machin et tout. Ça fait 1 an et demi que je me suis calmé quand même fortement. Mais moi j'ai été beaucoup comme ça et pareil, ça fait 1 an que j'essaie de calmer le truc. Et c'est peut-être aussi pour ça que je me sens plus serein et apaisé, parce qu'en fait je pense que tu sais, t'as la charge mentale
en vrai de vrai, elle est, pour moi, tu as 100% de charge mentale et t'as pas 120%, t'as 100%. Donc quand tu as un nouveau projet, c'est tu enlèves à un endroit pour en mettre ailleurs, ce qui fait que la dispersion, elle te rend toujours, tu sais, hyper actif parce que t'es à droite, t'es à gauche. Et en fait, ça, j'essaye de l'arrêter de ouf. Donc moi, c'est pure player de la vidéo avec Home et on reste là-dessus. Et donc là, on est sur la production d'une application mass market, donc en B2C, pour la première fois en 7 ans, dans l'industrie de l'influence. C'est pour ça que je voulais discuter avec toi, non, un peu. Donc en B2C, et de revisiter, de redistribuer les cartes de la monétisation dans l'influence de la nano et micro-influence. Vous allez monter votre propre application ? Ouais. Quel rapport avec la vidéo du coup là ? Parce que c'est la clé de voûte, c'est le contenu et donc la vidéo. Mais en gros, je te fais simple, en gros 95% des créateurs de contenu ne sont pas rémunérés pour les contenus qu'ils produisent. C'est même plus, je crois, 96%. Donc en gros, c'est le top 5 des gens qui ont au moins 50 ou 100 000 abonnés qui arrivent à faire vraiment de l'argent. Et encore que, comme il y en a de plus en plus, c'est pas évident. T'as beaucoup de potes à WAM qui ont 200 000 abonnés, ils gagnent walou par Insta et autres. Et donc de ce constat, c'est de se dire comment est-ce que, au travers de l'autre constat qui est que tu as des gens, moi combien de fois je regarde des vidéos qui font 1 million de vues, je regarde les profils, c'est des mecs qui ont 6 000 abonnés, parce qu'en fait c'est juste que c'est plus l'impact de tes contenus, ce n'est plus corrélé au nombre d'abonnés que tu as, mais à la créativité que tu mets. Et la créativité que tu mets, c'est les savoirs et les codes des réseaux qui fait que ça marche plus ou moins. Et vu qu'on a une génération Z et Alpha qui sont des mecs qui sont créateurs par défaut, comme tu étais sur Internet, toi c'était easy pour toi parce que tu es né dedans. En fait, eux, ils sont nés dans la création de contenu. Donc, quand toi et moi, on a dû comprendre les codes, s'y mettre, en fait, eux sont dedans. Donc, en fait, par défaut, les mecs font des contenus qui fonctionnent. Et donc, de ce constat, on est en train de voir comment est-ce que c'est 95% des gens qui qui créent des contenus de ouf, mais qui ne sont pas rémunérés pour ça, comment est-ce qu'on les rémunère. Et en gros, on veut ubériser la création de contenu rémunéré des micro et nano-influenceurs. Et ça fait 6 mois que je bosse. Un gros VC qui C'est quoi, c'est de la production du GC, en fait ? C'est quoi, en fait ? Non, parce que l'UGC, pour moi, c'est bien et ça sert certains objectifs, mais pour moi, c'est et je discutais avec mes annonceurs et ils me le disent, c'est à partir du moment où tu mets trop de contraintes dans un brief, tu casses l'authenticité d'un contenu. Donc en fait, et c'est un peu par défaut ce que les UGC demandent, c'est tu vas mettre le produit en avant, tu vas être bien shiny, tu vas dire telle ou telle phrase, tel ou tel mot. Donc en fait, t'es plus là pour demander l'authenticité du contenu de la personne, t'es là pour simplement demander à une personne qui colle bien avec une audience des 150 000 ou 200 000 abonnés, de mettre en avant de la bonne manière ton produit. Mais moi, c'est plutôt par l'autre biais que je veux aller, c'est par le biais de la créativité. C'est non plus par le biais de l'audience, mais le biais de la créativité, qui fait que tu arrives à implémenter des marques. Et ça va arriver assez vite. Là, j'ai 5 clients qu'on a en MVP. Là. Tu as peut-être vu voir passer des Insta avec 2-3 marques, dont Glowery, qui est une grosse marque, Flytex, etc. C'est ça, c'est ce projet-là. Donc. Ouais, et là, là, le MVP se passe très bien pour l'instant. Donc, parce que j'arrête aussi de mettre des plans sur la comète en me disant c'est une idée de génie. La seule idée de génie, c'est être certain que ça fonctionne pour le marché. Et donc, pour moi, c'est pour les créateurs et pour les annonceurs. Et pour l'instant, pour l'instant, les métriques sont très intéressantes. Donc voilà, ça va être mon gros game du. Elle s'appelle comment ? C'est un nom de code, ça s'appelle Connect. C'est pas du tout le nom que je veux avoir. Parce que c'est un truc que. Le MVP, c'est la France. Là, c'est une boîte qu'on veut vraiment imaginer à l'international assez rapidement. C'est pour ça que tu vas aux US là, dans pas longtemps là ? Entre autres, ouais. Entre autres, et voilà, en gros, pour faire simple. C'est relou de toujours faire le bluff. C'est juste qu'avec Flo, on s'est vraiment dit par défaut, non pas qu'on veut être copié ou pas, parce que de toute façon, tout le monde peut copier n'importe qui, mais plutôt d'arrêter de promettre un truc qu'on ne lancera peut-être pas. Donc là, j'attends le lancement officiel pour vraiment en parler de manière plus tranquille et décomplexé, mais voilà, c'est ça un peu l'industrie, le secteur qu'on a envie de challenger. Ok, donc par exemple, je suis une marque de gobelets et tout, je vais faire appel, du coup, je vais utiliser cette application. Et en fait, c'est quoi quand tu dis c'est ubérisé, c'est que du coup, tout comme tu as besoin d'un tacos, tu vas sur Uber et tu as un chauffeur qui arrive. Et là, en fait, c'est tu as besoin en fait de vidéos et les gens, ils vont te faire des vidéos ou comment ça ? Plutôt à l'inverse, c'est plutôt côté créateur. C'est t'as ta vie de tous les jours et demain, tu vois un produit, tu fais ah putain, il y a un gobelet X. Je vais sur l'application Connect, je regarde si c'est une mission ouverte. Il y a une mission ouverte et du coup, je te dis un peu le truc, mais tu as un point de brief en 3 étapes. Tu dois simplement dire que le produit est made in France, qu'il est fait 30 centilitres et qu'il vaut 12 €. Je te dis n'importe quoi. Et en gros, le mec, il va implémenter dans ses créas ce produit. Donc, le truc qu'il aura fait, admettons que le truc drôle, c'est de faire des fake interviews, de se foutre de la gueule des gens, il va faire exactement la même chose. Donc, tu ne dénatures pas son authenticité, sauf que dans son écriture, il y aura implémenté le produit. Donc, ça permet de mettre de la visibilité pour le produit, de ne pas dénaturer le créateur de contenu. C'est quoi, il candidate, lui, le créateur ? Ouais, il le fait par défaut. Il le fait, il le fait par défaut. Et t'as un système de rémunération qui est corrélé à pas mal. Parce que, genre, il va pas faire la vidéo, la proposer, elle peut pas être refusée, la vidéo, du coup. Non.
En fait, tu ne l'as que si tu colles aux critères aussi. Parce que t'as des critères de recherche. Bon, voilà, ça, c'est un peu le game. Mais voilà, et donc ça, et puis ensuite, pure player de la vidéo à fond avec Home et les formats longs qu'on a envie de creuser. Ok, parce qu'en plus, là, je voyais sur ton Insta, là, que t'étais parti à Madagascar. Ouais. Et là, tu te dis, ouais, il y a le docu qui arrive bientôt, mais en fait, c'est quoi? C'est plutôt la vidéo vlog ou un truc comme ça? Ou là, c'est un vrai sujet? C'est un reportage. En gros, pour moi, t'as soit vlog, mais ça, moi, j'ai arrêté, soit t'as le docu qui est ultra léché, vachement esthétique, comme tu l'as fait. Du coup, avec exactement. Et là, t'as le mode reportage qui a bien marché. J'en ai fait un premier qui marche bien. C'est que t'as un face caméra qui permet d'avoir l'explication face cam et le fil rouge de la narration que tu portes, et tu y implémentes quelques plans d'illustration un peu plus embarqués pour pouvoir illustrer ce que tu dis face caméra. Et là, il y a celui de Madagascar, parce qu'en gros, c'est mon nouveau focus sur YouTube. C'est un seul format, ça va être celui-ci. Tu t'es bien cherché, toi, sur YouTube. Ouais, de ouf. Et ça fait 1 an et demi que. Je te vois tester plein de trucs et tout, mais enfin, au moins, en fait, YouTube, c'est tellement dur. C'est très dur, et je sais pas pourquoi je n'ai pas l'envie, pourtant on a les ressources en interne, mais de faire un podcast. Je pense que j'ai. Mais c'est fini ça. Je pense moi je veux continuer parce que en fait, parce que pour le coup moi je continue parce que en fait pour 3 raisons. C'est que déjà en fait le podcast des fois ça me permet de reacher des gens qui m'auraient pas répondu autrement. Ouais, et puis tu l'as fait il y a un moment. Ouais, c'est la première chose. La deuxième chose, du coup, c'est de pouvoir, pareil, ancrer encore une fois qui je suis, ce que je fais, donc parler d'influence. Donc, tu vois, par exemple, quand moi, je t'invite, toi, t'es pour le deuxième purpose. C'est-à-dire vraiment, là, on parle que de création de contenu, d'influence et tout. Ça incrémente, du coup, plutôt mon expertise. Bien sûr. Tu vois, tout à l'heure, j'ai le CEO de Hayak, qui est une boîte concurrent de genre de Salomon, de North Face, etc. Il est un ancien champion olympique et tout. Donc lui là c'est plutôt, on va parler de sport, on va parler pareil encore une fois d'influence parce qu'il utilise beaucoup de ça, de sponsoring. Pareil là c'est plutôt pareil expertise métier. Et après il y en a encore une fois, je les invite juste tu vois, j'ai eu là ici la semaine dernière il y avait Fred de Mazzella de Blablacar. Bon là pour le coup lui c'est plutôt c'est un mec qui a fait une licorne. Il vient dans mon podcast, du coup ça crédibilise le truc de Halo et tout. Non mais je dénigre pas du tout les podcasts. Ouais. Moi j'en consomme vraiment et j'adore ça, et c'est juste que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà sur ce game, qui le font très bien. Donc voilà, moi mon focus sur YouTube, et ce ne sera il y a un dernier format qui sort qu'on a tourné il y a longtemps que je dois sortir, Love Founders. Comment ça s'appelle? Très drôle. Love Founders, c'est comment est-ce qu'on a fait rencontrer des entrepreneurs pour se mettre en couple. Parce que, et on en a parlé un peu au démarrage, être en couple et entreprendre c'est particulier, c'est pas évident, c'est dur, et donc on s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de prendre des entrepreneurs et de les mettre ensemble? Mais genre, là, c'est déjà tourné et tout? Ouais, j'ai la V1 que j'ai reçue ce matin, là, que je regardais. Et donc, c'est qui le sponsor de ça? C'est Fields, une application de rencontre dédiée pour la Gen Z. Putain, trop bien. Ouais, bon, donc voilà, mais là, mes seuls formats. C'est en mode grosse prod et tout? C'est une prod cool, ouais. Il y avait Loulouti, qui est une nana qui est incroyable, une meuf sur Twitch, qui est en train d'exploser. Elle est arrivée sur Insta il y a peu, elle a 250 000 abonnés et tout. Donc non, mais le format va vraiment être sympa. Mais ce sur quoi je prends le plus de plaisir, et ça y est, j'ai enfin trouvé, et c'est en venant de Madagascar que j'ai trouvé le format qui n'allait être le seul format sur ma chaîne YouTube, c'est ma quête entrepreneuriale, et c'est aller dans des pays, donc n'importe quel pays dans le monde, pour essayer de comprendre la perception de l'entrepreneuriat dans leur pays. Parce qu'en fait, nous, on a une vision de l'entrepreneuriat qui est même pas française, qui est purement parisienne, et c'est de me dire comment est-ce qu'à Madagascar, comment est-ce qu'au Mexique, comment est-ce qu'en Chine, comment est-ce que eux interprètent l'entrepreneuriat en perso et en doing, et d'essayer de perfectionner mon entrepreneuriat. Et je trouve que la quête, elle me va bien personnellement, parce que c'est vraiment un truc à mon stade de ma vie dont j'ai besoin de comprendre un peu comment faire différemment. Et je trouve que c'est ultra passionnant de pouvoir prendre des insights de tous les pays pour se dire un peu que tu essaies de faire le modèle un peu idéal. Et vu que c'est visuel, parce que quand tu vas au Mexique, c'est ouf. Madagascar, laisse tomber les images que j'ai, c'est Et je vois, tu pars toi plus un cadreur? Non, tout seul. Je suis très à l'aise avec le fait de partir seul. Après, pareil, ça c'est un truc de ma vie. L'idéal serait d'être avec quelqu'un. Mon envie, c'est d'être tout seul. J'ai jamais pris autant de plaisir à être seul en ce moment. J'ai eu la même discussion avec l'un de mes meilleurs potes hier soir, qui pareil s'est fait des vacances mis avec sa meuf, et après il a fait 2 semaines au Mexique. Il était tout seul et tout. En fait, et moi j'en serais incapable. Moi je pensais que pareil, sincèrement, mais en fait c'est. Mais j'en ai pas envie en fait, tu vois, donc je le testerai même pas en fait. Je pense. Après on prend toujours plaisir à des choses qu'on commence à comprendre, parce que par défaut l'inconnu c'est un truc qui fait un peu peur, donc ton cerveau te met dans la case j'aime pas ça. Mais moi c'est ça, je pense que j'ai peur en fait, quoi, tu vois, d'être tout seul, quoi. Ouais, mais je pense que comme tout faut tester, et puis après t'aimes ou t'aimes pas, et puis moi je détestais, il y a 3 ans j'aurais fait l'exercice, je pense que j'aurais pas pris plaisir. Là c'est toujours corrélé à un momentum, et mon momentum c'est que j'en ai besoin plus que jamais après des années un peu éprouvantes, on va dire, et les merdes arrivent toujours au même moment, donc
séparation, tac, machin. Bon, tout arrivait un peu au même moment et puis je pense que ça te parle un peu du coup. J'ai eu le moment où je me suis dit, vas-y, fuck, je prends mon sac à dos et je me barre. Et là, les 2 derniers voyages que j'ai fait, il s'est tellement arrivé des dingueries. Et j'ai vraiment construit 2 amitiés vraiment avec des mecs qui sont je vais au mariage d'un mec que je connais depuis 6 mois, Mathieu, mais avec qui on a eu une relation amicale de dingue qui s'est créée par le voyage et par la rencontre un peu quel voyage, inespérée, tu vois. Là c'était à Dubaï, donc un peu moins fancy, enfin, très fancy, mais l'autre c'était avec Hugo à Miami. Je suis parti seul. J'ai un mec qui me dit dans l'avion genre mais j'ai vu un post là-dessus. Et ce qui est 100%, il n'y a pas de storytelling, c'est purement ce qui s'est passé. J'ai passé ma semaine avec lui alors que je ne le connais pas, j'ai vécu chez lui, je ne suis même pas allé à l'hôtel. Dis-toi que j'ai payé, je n'ai même pas ouvert la porte de mon hôtel. Je suis resté avec lui, donc tu vas me dire, mais du coup t'es pas seul. Si, parce qu'après on avait nos moments, etc. Mais c'est le fait d'être dans de la rencontre et de redéfinir un petit peu certaines choses. Donc du coup ma quête sur YouTube ça va être ça, et j'adore l'angle que ça a. J'espère pouvoir en faire un par mois, donc pas voyager une fois par mois avec ce contenu là. Ça montrera le savoir de prod, parce que si j'y vais je le fais pas que pour je le fais pas pour mon perso, je le fais c'est quoi, pour 20 minutes ça. Alors là celui qu'on va faire avec Madagascar c'est 20 minutes, c'est exactement 20 minutes. Je crois que c'est ça, c'est les bons formats sur YouTube, c'est soit 10 soit 20. Ok. Et je crois que le format long pareil, il faut pas que ça dépasse 50 minutes ou un truc comme ça. Après, je t'avoue, pareil, tu vois, on en a parlé un peu, j'ai vraiment le sentiment, et là tu as le monteur, et en plus j'adore le mec qui va bosser dessus, je lui ai dit, il m'a dit c'est quoi la durée, je lui ai dit c'est la durée qui te semble être la bonne pour toi. Je lui ai dit c'est, mets-toi à la place d'un mec qui va regarder. Ne mets pas d'image pour mettre d'image, quoi. Sinon les gens ils se barrent en fait, s'ils se font chier pendant 1 minute. Et chaque plan c'est de la valeur, un truc qui est cool, visuel, où tu apprends un truc, et c'est ça qui fera la bonne durée. Donc si c'est 20 ou 27 ou 42 ou 52, et si on me dit mais faudrait que ce soit 12, ce sera 50, et en vrai j'aimerais bien que ce soit comme ça. Et voilà, donc ma quête entrepreneuriale, de peaufiner mon entrepreneuriat au travers du monde. Je trouve ça trop stylé, vraiment. Mais ça va te prendre du temps quand même, c'est-à-dire que tous les mois, faut que tu partes une semaine, quoi. Ouais, tu vois, là, quand je pars à Dallas là, pour donc un sujet qui est vraiment rattaché là, purement business avec Home, on en profite aussi pour faire une partie de ce docu, parce que les États-Unis c'est quand même assez grand. Donc du coup j'ai envie de le faire sur différents voyages. Chaque État a une culture différente, quoi. Donc, justement, c'était un peu le sujet de se dire, est-ce que Dallas en tant que tel c'est juste Dallas, ou est-ce que je le plug à d'autres pays, enfin à d'autres villes qui sont un petit peu en adéquation en termes de culture. Faut que je vois, mais ça va être ça le game de YouTube, et tu vois, il m'aura fallu 1 an et demi pour comprendre que c'était vraiment ça dont j'avais besoin. T'as testé plein de trucs, t'as testé un peu l'humour, attends, t'avais fait quoi d'autre? Si, t'avais une vidéo qui avait bien marché où t'avais été dans une cité aussi pour voir les entrepreneurs là-bas. Ça a cartonné, ouais. En vrai, c'est un peu le même, c'est un peu la même quête, c'est un peu la même chose. Parce que en vrai, ce que j'ai fait à Madagascar, ça va être très proche de ça finalement. Parce que c'est, en fait, je suis allé voir des entrepreneurs qui sont, alors eux, ils sont bien implémentés, mais dans un environnement de Hess, de chez Hess. Donc c'est un peu la même chose que l'entrepreneur de cité. Ouais, c'est ma seule. Moi j'ai que dalle d'abonnés sur YouTube, et ça avait fait un peu plus de 52 000 vues, 53 000 vues, je crois. Ce qui est ouf, tu vois. Et à la base, à l'époque, on a vu cette discussion, du coup, les gens peuvent aller écouter le podcast qu'on a fait il y a presque 3 ans. Tu sais, en fait, vous étiez en plein pivot sur votre média, Com. Tu sais, parce qu'en fait, vous aviez Com, l'agence, comme vidéo, et vous aviez comme média. Et moi, franchement, je consommais vraiment tous vos trucs, je kiffais tout, les formats sur les chiottes, les formats machin, enfin, pareil, les formats podcast, face cam et tout, enfin, c'était... Il y avait un vrai truc, et du jour au lendemain, vous avez un peu arrêté ce truc-là. Ouais, alors là, on le reprend depuis 1 mois, avec la compréhension des erreurs qu'on a faites dans le passé pour construire un nouveau média qui colle bien. Je te la fais très courte. Donc, on est une agence, c'est une prod vidéo, c'est ça notre business model. On a lancé le média où on s'était dit, je fais très simple pour ceux qui ne connaissent pas, on s'est juste dit que les formats, faut remettre toujours les choses dans leur contexte, il y a 4 ans même, les formats intéressants dans le fond sont toujours pourris dans la forme. C'est toujours costard cravate machin. On s'est juste dit comment est-ce qu'on implémente nos savoirs de prod pour faire des trucs créatifs et visuels et distribuer les cartes d'un sujet purement pro et intéressant avec un cadre un peu plus divertissant. On a lancé ça a vraiment très rapidement pris de la place, mais un peu trop de place, et comme Com et Com Média c'est très proche, j'ai beaucoup de mes annonceurs qui m'ont pas mis dans des appels d'offres de prod, et je leur ai demandé, mais les gars, pourquoi vous m'avez pas mis dans de la prod comme on fait depuis 4 ans? Ils m'ont dit, en fait, j'étais persuadé que tu étais devenu un média. En fait, c'est la fameuse offre cannibale, c'est devenu trop gros et ça fait de l'ombre à Com. Donc on a par défaut pris le réflexe d'arrêter pendant 6 mois. On a essayé de revenir en changeant de nom, Meraki, en mettant un autre fondateur et tout. Ça paraît, ça n'a pas marché, ça. Pas du tout. Pourtant, c'était bien le format que vous aviez fait là. Sur le gris. Mais ça, il faudrait le refaire, ça. Le format est bon dans le fond, il y a plein de choses à en dire, mais là, c'était
moins le format, plus que la manière dont on l'opérait. On a essayé de faire ça avec une nana que j'adore, Nora du Guide Ultime. Ouais, moi je l'adore, Nora aussi. Mais qui n'était pas encore sortie vraiment du Guide Ultime. Donc on n'a pas pu se mettre. C'était un micro-site pour tout le monde. Donc ce qui fait que si c'est un side project pour une personne, c'est bien. Ouais. Mais si ça l'est pour tout le monde, c'est un truc qui. C'est un truc que du coup personne fait, quoi. Exactement. Donc du coup, ça a été un peu moyen. Et donc là, on revient avec Com, le média. Je suis pas dedans. Parce qu'il y avait aussi un problème, c'est que j'étais trop présent dans le média. Donc là, pareil, ça faisait des amalgames entre Com média. Je comprends pas. Mais c'est pas une autre boîte, là, Com le média. Non, c'est Com. Simplement dans la vitrine. Harold n'est jamais dedans. Déjà, et même sur Com, là, ça y est, je suis sorti à 100% des contenus. Tous les contenus que j'incarne pour Com, je les poste que sur ma page. Et sur Com, ça vit sans moi. Et jusqu'à jamais. Et donc, pour le média, pareil. Et là, le média revient avec, là, on a un petit format qui est 1 minute pitch où tu dois pitcher en une prise, t'as pas le droit de recommencer, etc. Et là, on a 2-3 formats qui arrivent qui vont être cool. Mais on va remettre un peu d'intensité sur le média qui ouais, en fait, c'est quand même. Encore une fois, hein, tu vois, on parle du multi-touchpoint et au moins, t'as Com qui pop, quoi, tu vois. Et puis là, en plus. À tes souhaits. Pour le coup, en plus, ça permet de montrer notre expertise de visuel, tu vois, de prod visuel. Donc voilà, on fera ça, quoi. Bah écoute, ça peut être quasiment le mot de la fin. Je crois qu'il est 12h15, donc on va arriver vers la fin de tout ça. On se revoit dans 3 ans, du coup. C'est tous les 3 ans les. Tous les 3 ans, on se voit, quoi. Bon, de toute façon, dans 3 ans, je pense que je sais pas, vous aurez revendu Com, t'aurais lancé un autre truc, non? Ah, peut-être l'application, je pense que ce sera. On parlera de ça, je pense, dans 3 ans. Et puis voilà, peut-être que vous aurez enfin vendu votre première série à Netflix ou à Amazon ou Canal. Je nous le souhaite. C'est ce qu'on se souhaite. Harold, toi, on te suit où? Plutôt donc sur LinkedIn? LinkedIn, Insta et YouTube. En vrai, voilà, Harold Gardas. Harold Gardas, suivez ça partout. Je vais faire la petite mention légale de fin. Si vous êtes sur YouTube, évidemment, vous vous abonnez. En même temps que je parlais de ça, j'étais en train de me poser la question de comment on va traiter cette intro en montage. Oh putain. Parce qu'en plus, moi, je sais pas si je vais réécouter. D'habitude, je réécoute jamais les épisodes, je fais 100% confiance et tout. Là, pour une fois, peut-être que je vais écouter, je vais dire, ok, laisse ça. Parce qu'en vrai, c'était intéressant. Ouais, bah de ouf. C'est toujours pour moi, les small talk, c'est les meilleurs trucs. Ça, c'est un bête de format. Tu dis à ton invité, viens une demi-heure avant, on se pose. Et en fait, dans ton small talk, à la fin de la demi-heure, tu dis en fait, c'était ça. Au fait, c'est enregistré, quoi. Ouais, bon, faut juste faire 1 an de contenu, parce que sinon, si tu le vois que c'est ce format, les gens le savent. Mais je trouve que c'est cool. Mais ok, bah abonnez-vous. Abonnez-vous sur YouTube. Si vous êtes en audio, vous mettez 5 étoiles. Voilà, je demande rien de plus. Ça vous coûte que dalle. Moi, ça m'aide beaucoup. Je remercie évidemment les sponsors de l'épisode. Je remercie les studios SBM. Passage du Quart dans le 2e. Quartier Sentier, très très stylé. On les aime beaucoup. Et voilà. Bisous Harold. À très vite. Merci mon boss. Allez, pour ciao. l'invitation. Ciao.